Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le budget 2025 au cœur de l'actualité. Une assemblée sans majorité, un gouvernement nommé le 21 septembre, c'est-à-dire 11 jours avant la date limite pour déposer le projet de loi de finances à l'Assemblée le 1er octobre. À cela s'ajoute un déficit public en augmentation et des dizaines de milliards d'euros d'économies annoncées. Autant d'éléments qui font du budget de l'État français pour l'année prochaine le principal sujet politique et économique de cette rentrée. Que se passera-t-il si le budget n'est pas voté à l'Assemblée fin décembre? Y a-t-il un risque que le pays ne puisse plus payer ses fonctionnaires, comme c'est parfois le cas aux États-Unis? Élément de réponse dans Code Source aujourd'hui avec 3 journalistes du Parisien, Erwan Benezet et Vincent Verrier du service économie et Marcelo Westfred du service politique. Aux États-Unis, un shutdown, c'est l'arrêt des activités gouvernementales, une fermeture des services de l'État américain quand le Parlement, le Congrès, ne parvient pas à voter le budget de l'État fédéral. Le dernier shutdown a été le plus long de l'histoire, 34 jours en décembre 2018 et janvier 2019, sous la présidence de Donald Trump. À première vue, le shutdown n'affecte pas vraiment la vie des Washingtoniens. Mais tout ne va pas bien pour autant. Les musées sont fermés, coup dur pour les touristes. Et devant le Capitole, hier matin, une manifestation de fonctionnaires. Une partie de l'administration fédérale est à l'arrêt. 800 000 fonctionnaires au chômage technique ou non rémunérés. La faute au bras de fer qui oppose la Maison-Blanche à ses opposants. Avant d'en venir au budget 2025 en France et ce qu'il pourrait se passer en décembre sur ce risque éventuel d'un shutdown à la française, on va résumer ce qu'il s'est passé sur le sujet ces derniers mois. Erwan Benezet, le 26 juillet, l'Europe a lancé contre 7 États membres, dont la France, une procédure pour déficit excessif. Il faut se souvenir que ces dernières années, avec la crise Covid, avec la crise de l'énergie, l'Europe avait assoupli ses règles budgétaires. Aujourd'hui, elle demande à ses 27 États membres de revenir à une vraie orthodoxie et notamment de revenir en dessous des 3% de déficit par rapport au produit intérieur brut, le fameux PIB. Vincent Verrier, avant même cette annonce, ces derniers mois, le gouvernement français a promis plusieurs dizaines de milliards d'euros d'économies supplémentaires. Oui, parce que l'année 2024 était une année horrible. Les comptes sont au rouge. Il faut savoir que la croissance qui était prévue pour 2024 était au départ établie à 1,4%. Finalement, ça sera 1%. Donc, qui dit moins de croissance dit moins de recettes. Donc, il faut tailler dans les dépenses. Donc, on a une première baisse qui est annoncée au mois de février. Puis, on se rend compte qu'au printemps, les comptes sont toujours pas revenus au vert, bien au contraire, puisqu'on s'aperçoit aussi que le déficit budgétaire de 2023 est conséquent, puisqu'on prévoyait un déficit de 4,9%. Finalement, ça sera 5,5%. Donc on annonce 10 milliards supplémentaires et puis arrive l'été. L'été, on voit encore que les comptes plongent dans le rouge et qu'il faut prendre des nouvelles mesures correctives. Cette procédure intervient dans un contexte de crise politique en France suite à la dissolution de l'Assemblée décidée le 9 juin par le président Emmanuel Macron et après les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet. L'Assemblée nationale est divisée, aucun parti n'a la majorité absolue. L'Alliance de la gauche a 193 députés, le RN de Marine Le Pen 126 députés, le parti d'Emmanuel Macron en a 99, 150 en comptant ses alliés du MoDem notamment, 47 élus pour les Républicains. Cela va avoir des conséquences sur le vote du budget de l'État pour 2025. D'abord, Erwan Benezet, quel est le calendrier habituel, les 3 ou 4 principales étapes du vote du budget? Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que ça ne démarre pas au mois de septembre. En fait, tout au long de l'année, à partir du printemps, il y a différents jalons. Il y a une première lettre, par exemple, qui est envoyée par Matignon au ministère. C'est généralement en mars ou en avril, ce qu'on appelle une lettre de cadrage qui définit les grandes orientations de politique économique pour le prochain exercice. Puis ensuite, il y a tout un tas d'arbitrages. Chaque ministre défend son budget, c'est parfois même un peu la foire d'empoigne. Puis avant de l'été, les administrations de Bercy peaufinent les grandes lignes. Au mois de juin, il y a ces fameuses lettres plafonds qui sont envoyées au ministère et qui définissent les limites des budgets. Ensuite, à la rentrée, c'est là que tout s'accélère. Officiellement, le premier mardi du mois d'octobre, qui tombe cette année le 1er octobre, doit débuter l'étude du projet de loi de finances, ou le PLF, au Parlement, pour être étudié tour à tour par l'Assemblée nationale, par le Sénat, pendant 70 jours, avant d'être voté et pour être effectif au 1er janvier de l'année suivante. Vincent Verrier, pendant l'été, les services du ministre de l'économie démissionnaire Bruno Le Maire
prépare malgré tout le budget 2025, c'est ça ? Oui, puisqu'ils ne souhaitent pas que le nouveau gouvernement se retrouve face à une page blanche. Donc ils esquissent un budget. Alors ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il n'est pas question de préempter ce pouvoir au futur gouvernement de fabriquer un budget. Donc ils se contentent de reproduire le budget qui a été fabriqué en 2024 à l'identique, ce qui signifie qu'on aura la même quantité de dépenses. Donc c'est 492 milliards d'euros, sauf que la difficulté, c'est qu'en reproduisant le même budget qu'en 2024 pour 2025, comme il y a eu l'inflation, ça veut dire que vous disposez de moins d'argent pour faire les mêmes choses, puisque les choses coûtent plus cher. Donc, il faut que le gouvernement trouve l'équivalent de 10 milliards d'économies. C'est-à-dire qu'il y aura pour 10 milliards de dépenses que vous ne pouvez pas faire parce que les prix ont augmenté. D'un mot, quand on parle du budget 2025, c'est le budget de quoi ? Quand on dit qu'on va voter le budget de l'État, ça veut dire qu'on va voter l'ensemble des dépenses que l'État va être amené à faire. Donc ça concerne à la fois celles réalisées à travers les ministères, ministère de la Défense, ministère de l'Éducation nationale, mais également celles des administrations, comme par exemple Météo France, comme par exemple la BPI. Enfin, l'État dispose de beaucoup d'administrations. À travers son budget, l'État finance aussi ses hôpitaux, mais également la sécurité sociale. La sécurité sociale fait partie des budgets qui sont dans le rouge et pour lesquels les députés vont devoir trouver des économies. Le 4 septembre, dans Le Parisien, le député centriste, membre du groupe Lyotte à l'Assemblée, Charles de Courson, qui est le rapporteur général du budget, est alarmiste. Que dit-il en résumé ? Bercy lui a envoyé des notes de la Direction générale du Trésor qui expliquent concrètement que les recettes fiscales vont être moins bonnes que prévues. Il faut savoir que ça fait partie du travail de Bercy de vérifier comment rentre l'argent. Et là, on s'aperçoit que l'impôt sur le revenu a rapporté moins que prévu, que la TVA a rapporté moins que prévu, ce qui signifie que les Français ont moins consommé. Et surtout, on s'aperçoit que les collectivités locales, elles, ont plus dépensé. Donc on se retrouve avec un énorme trou. Et donc là, on avait prévu normalement, tout au départ, un déficit budgétaire pour 2025 de 4,9%. Finalement, on le remonte à 5,1% au printemps. Et là, on annonce 5,5% à la sortie de l'été. Et là, les dernières prévisions laissent présager un déficit de plus de 6% pour 2024. Donc ce qui veut dire que pour conclure le budget 2024, il faudra trouver de l'ordre d'une trentaine de milliards d'euros. Et sur le calendrier, il est alarmiste aussi ? Oui, parce que normalement tout est bien écrit, tout est bien organisé comme une partition de musique, c'est-à-dire que vous préparez le budget un petit peu avant l'été et vous diffusez auprès du Parlement qui est chargé de voter le budget différents documents, sauf que là, en l'absence de gouvernement, on n'a pas de document budgétaire, ou alors d'une manière parcellaire, et que c'est extrêmement compliqué pour un gouvernement démissionnaire de transmettre au Parlement un squelette de budget alors qu'ils ne sont plus aux responsabilités. Donc tant qu'il n'y avait pas de gouvernement, on n'avait pas de document budgétaire, donc pas de document sur lequel le Parlement pouvait travailler. Et donc là, on se retrouve dans une situation contrainte, puisque normalement, il est prévu par la Constitution que le Parlement discute du budget dans un délai de 70 jours. Sauf que plus on avance vers la fin de l'année, plus ces 70 jours, on aura du mal à les respecter. Le lendemain, l'ancien ministre et ancien commissaire européen Michel Barnier, 73 ans, est nommé Premier ministre. Mais la préparation de son gouvernement va prendre plus de 2 semaines. Sur le fond, plusieurs pistes d'économies potentielles sont évoquées, notamment des augmentations d'impôts. Michel Barnier en parle le vendredi 6 septembre aux 20h de TF1. Il a cette phrase, il dit « Je ne m'interdis pas une plus grande justice fiscale ». C'est assez flou, à l'Assemblée nationale, tout le monde y va de ces hypothèses, mais en fait, en gros, ça touche 2 cibles. 1, les ménages les plus aisés, les plus riches, et puis 2, les grands groupes qui ont pu réaliser des super profits. Parmi les pistes d'économie envisagées, Vincent Verrier, il y a les aides aux entreprises pour l'apprentissage. Oui, puisqu'on a depuis quelques années une politique assez agressive de la part de l'État pour lancer ce moyen de se former, qui fonctionne bien, puisque ça permet à un jeune de s'insérer dans une entreprise à travers l'apprentissage. Sauf que la politique monnaie coûte cher. On a parfois des primes à l'embauche d'un apprenti de plus de 6 000 €. Donc là, le gouvernement réfléchit à couper un petit peu ce dispositif sans l'éteindre complètement. Et l'idée, c'est de l'éteindre plus sur les apprentis diplômés. Donc vous avez des ingénieurs, vous avez des normaliens qui peuvent parfois passer par cette filière. L'idée, c'est de se dire que généralement, les étudiants très bien diplômés ont moins de difficultés que les autres pour être insérés dans la vie active. Donc on va peut-être limiter les aides pour cette tranche de population. Marcelo Westfred, le mardi 17 septembre, le député LFI Éric Coquerel, qui est président de la commission des finances de l'Assemblée, et Charles de Courson, le député dont on vient de parler, le rapporteur général du budget, se déplacent tous les deux à Matignon. Ils réclament des documents nécessaires pour préparer l'examen du budget à l'Assemblée. Ils réclament ce qu'on appelle
des lettres plafonds. Ces lettres plafonds, ce sont des documents que Matignon envoie tous les ans aux différents ministères pour leur dire quelles sont les dépenses, le plafond des dépenses qu'ils pourront utiliser dans l'année qui suit. Ça permet de concrétiser les économies à faire département par département, ministère par ministère, mission par mission. Ces deux personnages ont le droit d'aller à Bercy, ils ont le droit d'aller à Matignon, leurs prédécesseurs l'ont fait, pour demander, pour examiner sur pièce des documents. Normalement, l'administration est tenue de leur donner, c'est la règle. Là, cette fois-ci, ni Bercy ni Matignon ne leur donnent. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment qu'ils sont face à une opération de communication, et c'est vrai que ces deux personnages ont convoqué la presse et arrivent devant Matignon alors que toutes les chaînes d'infos sont en direct. L'idée, c'est de montrer qu'on est en retard, c'est ça ? L'idée est double, de montrer d'abord qu'on est en retard, sous-entendu qu'a fait Emmanuel Macron pendant tout l'été, il aurait pu nommer un gouvernement avant, et la deuxième raison, c'est de montrer que les économies vont être importantes, et en tout cas pour Éric Coquerel, de dénoncer un budget austéritaire, je le cite. Après 16 jours de consultation, le gouvernement de Michel Barnier est finalement dévoilé le samedi 21 septembre. Le nouveau ministre de l'économie est un député macroniste de 33 ans, Antoine Armand, un haut fonctionnaire qui a fait l'ENA. Il est inspecteur des finances. Erwan Benezet, on imagine qu'il planche immédiatement sur le budget 2025 ? C'est la grande priorité de la rentrée, ça ne fait aucun doute. Avant son départ, Bruno Le Maire lui a laissé sur la table une version de travail du budget, d'ailleurs qu'on appelle un budget réversible. En clair, il peut en faire ce qu'il veut, le garder en l'état ou complètement l'amender, mais une chose est sûre, c'est qu'il devra tenir compte des rapports de force au Parlement. On en vient au 25 septembre, le jour où on enregistre ensemble cet épisode de Code Source. La première étape pour un budget, c'est la présentation au Parlement. Elle doit se faire au plus tard cette année, le mardi 1er octobre. Concrètement, est-ce que ce sera le cas ? Ce ne sera pas le cas, c'est clair. Le gouvernement a déjà laissé entendre qu'il le présenterait plutôt aux alentours du 9 octobre. Alors, est-ce que c'est illégal ? Non. La Constitution fixe une règle, c'est qu'il y ait 70 jours de débat. Ça, c'est la règle constitutionnelle. Après, en général, le texte doit être déposé le 1er octobre, mais si on arrive à avoir quand même 70 jours de débat, on sera dans les clous constitutionnels. Le débat sur le projet de loi de finances doit durer 70 jours. On s'attend à un débat compliqué, Erwan Benezet, vu les positions des différentes forces politiques qui sont parfois très éloignées. Très schématiquement, à gauche, on se dit qu'il faut faire rentrer plus d'argent, donc augmenter les impôts. Et à droite, il faut surtout s'attaquer d'abord aux dépenses. C'est d'un côté les administrations, donc réduire les dépenses de fonctionnement des administrations, l'État. Ensuite, il y a les collectivités qui sont aujourd'hui en déficit pour une majeure partie d'entre elles. Et le troisième gros poste de dépenses du pays, c'est la sécurité sociale, tous les soins de santé. Et là aussi, on pourrait mieux réglementer, par exemple, le transport sanitaire ou d'encadrer les arrêts maladie et de créer peut-être un deuxième, voire un troisième jour de carence. Voilà toutes ces pistes qui sont à l'étude. Marcelo Westfred, que se passe-t-il si, au moment de voter le budget 2025, donc au plus tard fin décembre, le gouvernement n'arrive pas à dégager une majorité à l'Assemblée et donc que ce budget n'est pas voté ? Alors pour ça, il dispose d'une arme très efficace prévue par la Constitution, qui est le 49.3. Il peut l'utiliser autant de fois qu'il veut dans un texte budgétaire. Mais attention, qui dit 49.3 dit possibilité dans la foulée pour les oppositions de déposer une motion de censure. C'est-à-dire que quand le gouvernement a recours à l'article 49.3 de la Constitution, les députés peuvent riposter, c'est ça ? Oui, le 49.3 engage la responsabilité du gouvernement. Les groupes d'opposition peuvent à ce moment-là déposer une motion de censure et dans la configuration qu'on connaît à l'Assemblée, elle peut tout à fait être votée dans une conjonction de voix émanant de la gauche comme de l'extrême droite. Et si une motion de censure du gouvernement passe et votée à l'Assemblée, concrètement, il se passe quoi ? À ce moment-là, très concrètement, il n'y a plus de gouvernement. C'est-à-dire que les ministres, le Premier ministre, présente la démission de son gouvernement. Et, effet collatéral, le texte qui était en cours d'examen devient caduc. Concrètement, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de budget voté pour l'année suivante ? Alors heureusement, le droit français prévoit quelques alternatives. Par exemple, la possibilité de procéder par ordonnance si il y a bien eu auparavant un vrai débat. Le Parlement a été consulté, ça a débattu, mais c'est pas arrivé au bout. On peut par ordonnance au moins reproduire le budget tel qu'il existait l'année auparavant et lever des impôts. Mais c'est une règle qui n'a encore jamais été utilisée et par ailleurs, certains constitutionnalistes, il y a débat, estiment qu'on pourrait se retrouver dans une situation à l'américaine de shutdown, c'est-à-dire sans possibilité de payer nos fonctionnaires par exemple.
Vincent Verrier, vous êtes d'accord, il y a un vrai risque de shutdown à la française ? Quand on discute avec les différents parlementaires, ils s'attendent véritablement à une guerre dans l'hémicycle, c'est-à-dire que chacun va essayer de montrer ses positions. Après, chacun en off explique que de là à ne pas doter la France d'un budget, pour l'instant, j'en ai pas entendu un seul me dire on fera en sorte que la France n'ait pas de budget. Ça, je ne l'ai jamais entendu. En revanche, qu'il y ait possiblement une censure du gouvernement, en revanche que ça va batailler dur sur les bancs de l'Assemblée nationale, oui, mais priver la France d'un budget, ça non, je ne l'ai pas entendu. Marcelo Westfred, ce vote du budget 2025, c'est la première épreuve pour le gouvernement, le premier test pour essayer de comprendre la crise politique que traverse la France ? Le budget, c'est vraiment l'épreuve la plus difficile à surmonter pour le gouvernement, mais attention, il y en aura d'autres avant. Les oppositions peuvent déposer des motions de censure. Après la déclaration de politique générale du 1er octobre, des partis politiques ont déjà annoncé qu'elles le feraient, notamment le Parti socialiste. Il faut à ce moment-là une majorité de députés présents dans l'hémicycle pour pouvoir renverser le gouvernement. Et le gouvernement peut tomber à n'importe quel moment d'ici à la fin décembre. Merci à Erwan Benezet, Vincent Verrier et Marcelo Westfred. Toute l'actualité éco et politique est à suivre en temps réel sur leparisien.fr. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation, Julien Moncouquiol. N'oubliez pas le deuxième podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi, une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.